Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire. Je m'appelle Aude Kérivel, je suis sociologue et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Serge Pogam. Pour situer un petit peu, nous travaillons avec une équipe de chercheurs sur la protection de l'enfance depuis une quinzaine d'années. Nous avons d'abord travaillé sur le devenir des enfants placés et sur le moment du passage à l'âge adulte des jeunes sortant de la protection de l'enfance. Et dans ces premiers travaux, il nous est apparu euh, le sujet de l'isolement des jeunes sortant de la protection de l'enfance, de l'isolement et de la solitude qui était formulée par les jeunes eux-mêmes, et du défaut de capital social pour entrer dans l'âge adulte et accéder à un emploi, un logement, etc. Et donc suite à ces premiers constats, on a aussi observé que les jeunes qui avaient des parcours, que l'on peut qualifier de réussite, c'est-à-dire, les jeunes qui, une fois à l'âge adulte, avaient un logement, avaient un emploi et n'avaient pas ses propres enfants, ne voyaient pas ses propres enfants être placés ou accompagnés par la protection de l'enfance, et bien ces personnes-là étaient plus souvent des personnes qui avaient eu, des adultes à un moment sur qui compter, qui avaient pu être présents au moment du passage à l'âge adulte. C'était majoritairement des professionnels, ça pouvait être des grands frères, des grandes sœurs, ça pouvait être des copains ou des parents des copains. Et donc ces premiers travaux nous ont conduits à nous centrer un petit peu, nous focaliser sur, la question de ces autrui significatifs ou de ce capital social, mobilisé au moment du passage à l'âge adulte par les jeunes sortant de la protection de l'enfance. Et progressivement, on a été amené à travailler, non plus sur des travaux de recherche, mais de recherche-action, qui avaient la volonté, qui avait le point de départ, donc c'était toujours en lien avec des associations, des départements, d'essayer de faire en sorte que les jeunes sortant de la protection de l'enfance ne se retrouvent pas isolés, et donc de travailler sur ces liens. Et donc on a mis du temps à les qualifier parce que c'était pas uniquement les liens avec la famille, on voulait aussi considérer les liens avec les professionnels, on voulait parler également des amitiés, des copains à l'extérieur du lieu de placement, on voulait aussi évoquer les parents des copains, parce qu'on observait dans nos observations qu'ils pouvaient avoir une importance au moment de choix de stage ou au moment où il est question de trouver un apprentissage ou autre. Et donc, c'est là qu'on en est venu à mobiliser le travail de Serge Pogam et le concept de liens sociaux d'attachement. Et donc là, depuis une quinzaine d'années, donc on continue nos travaux et là, on se trouve dans le cadre d'un ANR où on est en partenariat avec l'université de Caen, avec nos laboratoires respectifs que sont le LEPI et CRAC, le CEREV à Caen et le CNAM également. Et donc, on continue de travailler sur ces liens sociaux d'attachement avec un, un focus particulier sur une population en particulier que nos travaux et notamment nos enquêtes statistiques ont repéré comme étant particulièrement isolés. Ce sont les enfants en situation de handicap pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. On a vu par exemple qu'ils étaient dans nos travaux sur les liens sociaux d'attachement des enfants confiés. On a vu par exemple que ces enfants-là étaient plus souvent séparés de leurs frères et sœurs ou qu'ils changeaient plus souvent de lieu de placement, ce qui conduisait à des ruptures. Donc, dans cet ANR, on cherche à approfondir ce sujet des liens sociaux d'attachement des jeunes confiés et à regarder aussi en particulier cette population d'enfants confiés ayant une mesure MDPH. Donc il y aura plusieurs webinaires qui traiteront plusieurs sujets. Donc les liens sociaux d'attachement, la question de la double vulnérabilité également, puis de la participation des enfants et des jeunes. Et donc, on commence avec ce premier webinaire avec Serge Pogam, qu'on remercie vraiment vivement d'avoir accepté de venir échanger avec nous aujourd'hui. Chloé, je te laisse la parole pour présenter rapidement Monsieur Pogam. Voilà, donc Serge Pogam est l'invité de ce premier webinaire et on vous remercie de votre participation.
Et donc, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, comme le disait Aude, on a beaucoup utilisé vos travaux sur les liens sociaux d'attachement comme cadre théorique des recherches. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de commencer par un temps de présentation qui se poursuivra par un temps d'échange avec les participants à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, à les garder pour ce temps d'échange ou à les écrire directement dans le chat. Et on abordera ensuite. Vous pouvez commencer quand vous souhaitez. Votre micro est désactivé. Et là, vous m'entendez? Oui. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Je suis bien sûr tout à fait, ça me fait beaucoup plaisir de voir que vous utilisez mes travaux sur les liens sociaux dans le cadre de vos recherches, et des recherches que vous menez auprès des enfants confiés. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai accepté spontanément de répondre à votre invitation. Je suis actuellement, vous ne l'avez pas dit, professeur invité à l'Université de São Paulo et je vous parle de São Paulo. Je suis là pour une assez longue durée et je mène donc des travaux notamment sur les liens sociaux et les aspirations dans des quartiers populaires qu'on appelle ici des favelas. Et je suis en train notamment de réaliser une monographie dans un des quartiers près de l'Université de São Paulo avec une équipe d'étudiants. Donc, nous menons des entretiens et puis nous faisons des observations sur cette relation entre les liens sociaux et les aspirations. Voilà pour la présentation. Donc, aujourd'hui, j'essaierai donc de vous présenter un cadre analytique pour penser les liens sociaux d'attachement des enfants confiés. Je vais m'appuyer sur les travaux que j'ai menés dernièrement et notamment sur les ouvrages, enfin, l'ouvrage essentiel que j'ai publié en 2023. Je peux passer peut-être la diapo. Et donc c'est l'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, qui a été publié en 2023, et la collection Point va faire paraître dans quelques jours une version enrichie d'une postface donc la version poche sera disponible et dans la postface, je réponds à des questions qui m'ont été posées dans les conférences que j'ai pu faire, chaque fois que dans les séminaires auxquels j'ai participé, où j'ai été questionné sur le concept d'attachement social et sur la démarche qui a suscité et qui continue de susciter un certain intérêt, y compris au niveau international, puisque le livre actuellement va apparaître aussi bientôt en portugais du Brésil et je m'apprête à le présenter dans plusieurs États du Brésil bientôt. Et donc, dans ce livre, on peut passer peut-être à la suivante, je ne traite pas directement des enfants placés, j'apporte un éclairage sur les différents types de liens, leur entrecroisement. Je vais vous présenter aujourd'hui le cadre théorique de l'attachement social pour très vite aborder la question de l'attachement, du détachement ou du réattachement des enfants confiés. J'essaierai donc d'entrer dans votre problématique avec cette question que je me pose. On connaît aujourd'hui le processus de disqualification sociale, mais quand on parle de processus de disqualification sociale, on parle souvent des adultes. La question est de savoir, et à travers le concept d'attachement social, justement, est de savoir si on peut
aujourd'hui parler de la spécificité de l'expérience juvénile de la disqualification sociale, c'est-à-dire de s'interroger aux souffrances des enfants qui peuvent faire l'épreuve donc de la disqualification sociale très tôt dans leur vie. Donc c'est la question que je me pose et ce qui implique de réadapter un tout petit peu les liens sociaux, puisque les liens sociaux tels que je les ai analysés s'appuient sur l'expérience des adultes. Ce sont des liens sociaux qui se construisent tout au long de la vie. Mais quand on s'adresse à des enfants, bah, les liens sociaux ne sont pas encore tous constitués, ils sont en voie de constitution et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, il faut voir, on intervient auprès des enfants dont les liens sociaux sont fragiles, parfois rompus, mais il faut savoir que tous les liens ne sont pas fragiles ou rompus puisqu'ils sont en voie de constitution. Et la fragilité sera justement de voir la fragilité dans le processus de constitution de ces liens sociaux. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui est importante et qui nécessite une adaptation que je n'avais pas encore faite du concept de disqualification sociale, l'adapter, ainsi que l'analyse des liens sociaux, l'adapter à l'expérience juvénile. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Après, je m'intéresserai aussi, puisqu'on parle du travail auprès des enfants, on ne peut pas ignorer le lien qui implique les parents, puisqu'il s'agit aussi d'accompagner des familles socialement disqualifiées, donc les parents de ces enfants confiés, puisque ces enfants confiés voient, pas toujours, mais voient très souvent leurs parents, au moins de façon épisodique. Alors, cela me conduira à analyser ensuite les problèmes spécifiques que rencontre la profession, donc posant la question, c'est les travailleurs sociaux qui interviennent de façon générale, mais aussi ceux qui interviennent dans la protection de l'enfance, sont-ils des retisseurs de liens sociaux? À quelles conditions le sont-ils? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils le soient véritablement? Ce qui me conduira à formuler quelques conclusions pour l'intervention sociale dans ce domaine. Donc, vous voyez ce que je vais vous présenter là. Je crois qu'on a 2 heures devant nous. Je vais vous présenter ce cadre, cette réflexion, et j'attends beaucoup de la discussion que nous aurons ensuite, puisque j'espère que nous pourrons donc avoir quand même un peu de temps pour échanger. Je peux passer si vous voulez. Donc, le cadre théorique. Alors, voilà, le premier point que je voudrais souligner, c'est tout d'abord, en parlant du cadre théorique de l'attachement social, la question est de savoir comment définir l'attachement social, sachant que le concept d'attachement a été défini aussi beaucoup dans le cadre de la psychiatrie, notamment à la suite des travaux de John Bowlby. Le concept d'attachement, il est déjà forgé. Et quand on parle d'attachement, ça sonne aussitôt à des psychologues, à des psychiatres qui connaissent les travaux de John Bowlby. Et je pense que dans le secteur de la protection de l'enfance, on connaît bien ces travaux de ce psychiatre anglais qui a publié l'essentiel de son œuvre en trois volumes, accessibles aux presses universitaires de France, sur attachement et perte. Et donc, moi, très tôt, alors que Bowlby n'est absolument pas étudié en sociologie, je me suis intéressé à ces travaux sur justement le lien qui se constitue dès la naissance dans une relation entre la mère et l'enfant. C'est toute la théorie de Bowlby. Et donc, j'ai essayé très tôt d'essayer de comprendre l'effet de ces ruptures qui peuvent intervenir dans les premières années de la vie, des difficultés de séparation entre des enfants, de jeunes enfants, parfois des nourrissons, avec leurs parents, de leurs parents biologiques. Et donc, pourquoi je le fais? Parce que dans les enquêtes que je menais,
et surtout dans les enquêtes auprès des personnes en situation de pauvreté, dépendant des services d'action sociale, je remarquais quand on reconstituait leur trajectoire depuis l'enfance qu'une grande partie d'entre eux avait été placée. Et donc, c'était bien la succession de difficultés à partir du moment à partir du placement qui m'intriguait. Et donc, je voyais bien que le processus de disqualification sociale ne commençait pas, comme on le disait parfois, avec l'expérience du chômage, des personnes qui ne trouvent plus leur place dans le monde du travail. En fait, dans la réalité, les problèmes avaient bien commencé avant cette expérience du chômage, puisqu'on pouvait déjà voir des ruptures, des événements qui s'étaient produits dans la jeunesse. Alors, ça m'intriguait beaucoup et je voulais étudier le processus de disqualification sociale tel qu'il se constitue dès l'enfance. Sauf qu'il s'agissait bien sûr toujours de travaux qui ont été menés d'enquêtes auprès d'adultes qui reconstituaient leur passé quand on leur demandait de parler de leur enfance et de tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Et je me suis beaucoup intéressé aussi au concept de Bowlby, qui est un concept, le concept d'empreinte, en fait, se dépose dans l'individu, dans l'enfant, une sorte de figure dominante d'attachement qui laisse une empreinte durable qui sera considérable pour comprendre par la suite le processus par lequel il va devenir un adulte. Et cette empreinte, elle ne se dissipe pas, c'est ça la théorie de Bowlby, elle reste, elle peut s'atténuer, mais elle reste forte tout au long de la vie. Et dans le livre, L'attachement social, je confronte ce concept d'empreinte avec le concept d'habitus, qui est beaucoup plus connu des sociologues. Évidemment, le concept d'empreinte n'est pas utilisé par les sociologues, mais donc j'ai essayé de faire le lien entre ce concept d'empreinte et ce concept d'habitus. Mais pourquoi je dis qu'il faut socialiser l'attachement? C'est tout simplement parce que je me suis aussi appuyé évidemment sur les travaux sociologiques et je me suis rendu compte que bien avant Bowlby, Durkheim parlait déjà d'attachement au groupe. Et d'ailleurs, l'attachement social, le premier chapitre, porte sur les travaux de Durkheim et de son passage, en quelque sorte, d'une analyse des formes de solidarité à une analyse plus précise des mécanismes de l'attachement. Et donc, l'idée a été de se dire, non, il n'y a pas simplement l'empreinte qui est déposée chez l'enfant dans le cadre d'une relation qui a été à un moment donné fusionnelle avec la mère, qui s'est passée par une phase de détachement inévitable et indispensable pour la vie de l'enfant. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette empreinte-là, puisque la socialisation se poursuit et l'enfant doit faire l'apprentissage d'autres formes de liens tout au long de son existence. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé important de socialiser l'attachement, de sortir le concept d'attachement de son cadre limité à l'expérience de la relation entre la mère et l'enfant dès la naissance. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de socialisation de l'attachement, c'est-à-dire de voir comment d'autres types de liens se constituent à partir de l'enfance, comment les enfants font l'apprentissage d'autres univers normatifs que celui lié à la relation entre lui et sa mère. Et donc, l'attachement, c'est bien un processus d'entrecroisement de plusieurs types de liens sociaux. Donc, voilà comment, en tout cas, je suis passé de cette sociologie de l'attachement au sens psychologique, de ce concept, de cette définition de l'attachement au sens psychologique à un sens plus large, un sens sociologique, ce qui j'essaie toujours dans mes travaux de prendre en compte l'apport de la psychologie. Il s'agit
voir l'articulation possible entre psychologie et sociologie, justement. Alors, pour définir sociologiquement l'attachement, donc il faut partir de plusieurs types de liens sociaux. Il y a bien sûr des liens qui assignent à un groupe dès la naissance. C'est la famille, c'est le clan, c'est la nation. On ne choisit pas justement son groupe dès la naissance. Et donc, le lien correspond à une communauté sociale qui préexiste à l'individu et de laquelle il va dépendre. Donc, une partie des apprentissages sociaux sont conditionnés par ce qui se joue dès la naissance. Tout n'est pas choix dans le processus de socialisation. Il y a bien sûr des contraintes et les enfants qui sont confiés sont aussi des enfants qui sont nés dans un univers comprenant des contraintes, celles de vivre dans un milieu précarisé dans lequel ils ne trouvent pas exactement tout ce qui leur est nécessaire pour s'épanouir, pour se développer, pour constituer d'autres liens sociaux. Parce que justement, le processus de socialisation implique également des liens qui relèvent d'une contractualisation. Et là, ça passe par des choix affinitaires, par une participation volontaire à telle ou telle profession, etc. Le lien donc devient alors une association d'individus autonomes. Et donc, c'est dans ce processus-là que l'individu se construit. Donc, il n'y a pas que des liens qui sont assignés dès la naissance, il y a aussi des liens qui sont construits. Alors, même dans les liens qui sont assignés dès la naissance, après, on peut, à l'âge adulte, faire des choix. On peut se détacher de sa famille si on le souhaite. On peut aussi se détacher de sa communauté. Je pense par exemple à des communautés religieuses. On n'est pas obligé de rester attaché à sa communauté religieuse toute sa vie. On n'est pas obligé non plus. On peut aujourd'hui même changer de nationalité dans certains cas et on n'est pas obligé d'aller voter si on se réfère au devoir du citoyen. Donc, mais il y a des liens beaucoup plus contraignants que d'autres et c'est bien ce processus global qu'il faut étudier. Je peux passer si vous voulez. Donc c'est important de le souligner, dans les travaux que j'ai menés, j'ai essayé de croiser toujours deux dimensions qui me semblent fondamentales pour étudier les liens sociaux. Alors ça, c'est assez connu, je vais aller assez rapidement parce que vous êtes imprégné aussi, vous êtes imprégné de tout cela et dans le titre que vous avez retenu pour cette série de séminaires, vous avez repris protection et reconnaissance, donc je me permets d'aller assez vite, mais c'est important parce que la protection est la dimension que l'on retient souvent prioritairement quand on travaille dans le social. D'ailleurs, on a le terme assistant ou assistante sociale, assistant social ou assistante sociale. Ce sont donc des formes qui impliquent la protection et donc le service d'ailleurs qui est consacré à l'enfance s'appelle protection de l'enfance. Ce n'est pas le service de reconnaissance de l'enfance, c'est le service de protection. Donc, c'est bien l'idée qu'on va essayer de renforcer cette dimension du lien qui est de compter. On voit cette expression de compter sur. L'individu peut compter sur un certain nombre de supports relationnels, la famille bien sûr, mais d'autres formes aussi de support, notamment bien sûr le travail et les institutions, y compris d'action sociale. Mais la reconnaissance, c'est bien une autre dimension qui doit être aussi prise en compte. C'est dans la construction de l'individu, c'est la possibilité de trouver dans les échanges sociaux une certaine valeur, une certaine confiance en soi liée à une valeur qui est reconnue par autrui. On existe dans le regard des autres et la reconnaissance, c'est la reconnaissance de ce que l'on est véritablement de façon, si possible, positive, c'est-à-dire de pouvoir grandir dans l'idée que l'on compte pour les autres. Et cela est essentiel. Dans l'apprentissage, la dimension de la reconnaissance est essentielle. On a beau avoir des protecteurs, si on n'a pas en même temps les moyens de se sentir intégré, reconnu, apprécié, valorisé dans son entourage, on ne peut pas s'épanouir. Donc ces deux dimensions sont fondamentales. Je peux passer si vous voulez.
Et donc, un des tableaux est connu, je l'avais publié déjà dans le Que sais-je, le lien social, il y a déjà, dans la première édition, n'est pas nouvelle, elle date de 2008. Donc, ce tableau est connu, donc je peux passer assez vite, mais ça a été un travail que j'ai mené à l'époque dans le cadre de mon séminaire de direction d'études à l'EHESS, où justement, on a pris en compte différents types de liens, on les a définis, chacun d'entre eux, et on les a d'autant mieux définis que l'on a réussi à croiser ces types de liens avec ces deux dimensions de protection et de reconnaissance, c'est-à-dire de chercher quelle est la source de la protection et quelle est la source de reconnaissance de chacun de ces liens. Donc, vous les connaissez, liens de filiation, liens de participation élective, liens de participation organique et liens de citoyenneté. Donc, vous regarderez, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez connu, on y reviendra si vous voulez. Ce tableau-là doit être, et je vais essayer de le faire, doit être révisé quand il s'agit de l'expérience juvénile, parce qu'effectivement, on ne va pas trouver du lien de participation organique entre les acteurs de la vie professionnelle, on ne va pas véritablement trouver du lien de citoyenneté entre membres d'une même communauté politique, ce n'est pas encore ces liens-là ne sont pas constitués dans l'expérience de l'enfance, mais les deux premiers, le lien de filiation, bien sûr, est à prendre en compte, il est fondamental dans la socialisation, et le lien de participation élective, bien sûr, il se constitue aussi dès l'enfance. On verra dans quelle mesure les deux autres types de liens peuvent se constituer progressivement, notamment dans le cadre de l'école. Autrement dit, on va avoir trois types de liens. Un lien qui renvoie à la famille, aux parents, un lien qui renvoie au père, c'est-à-dire aux copains, aux copines, les personnes que l'on rencontre dans sa vie sociale et qui constituent donc des pairs, et puis l'école, ce qui se joue dans l'école, puisque l'école est le lieu, par définition, d'apprentissage, et notamment de ces deux types de liens qui sont les liens essentiels qui vont devoir se constituer dès l'entrée dans la vie adulte. Donc voilà un petit peu comment il faut raisonner, j'y reviens. Je peux passer si vous voulez. Alors, ce que l'on doit prendre en compte, c'est que ces types de liens correspondent à des systèmes normatifs. Des systèmes normatifs, et on peut y voir, comme le voyait déjà Durkheim, un lien avec les formes de la morale collective. Alors, la morale collective, ça fait un peu, aujourd'hui, c'est une expression qui peut sembler peut-être un peu obsolète. Est-ce qu'on parle encore de morale collective aujourd'hui? Il me semble qu'on peut le prendre au sens de la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des formes de solidarité qui renvoient à ces sphères de la morale collective et qui se déclinent dans des univers qui sont les univers de la morale domestique pour le lien de filiation, la morale associative pour le lien de participation élective, la morale professionnelle dans le cadre du lien de participation organique et la morale civique dans le cadre du lien de citoyenneté. Donc ces morales, elles sont évidemment indispensables au processus de socialisation. Tout processus de socialisation implique l'intériorisation de normes spécifiques. Ces normes spécifiques peuvent être variables d'une catégorie sociale à l'autre, elles ne sont pas exactement les mêmes, mais on peut les voir aussi comme des formes qui peuvent être distinctes d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre, parfois même d'une région à l'autre. Donc, il faut prendre en compte ces déclinaisons de la socialisation dans des sphères collectives en prenant en compte les variations que cela implique selon les échelles d'analyse que l'on prend. On peut passer. Donc, l'attachement social est donc considéré comme un processus d'entrecroisement de ces quatre types de liens sociaux. C'est la thèse que je défends dans l'attachement social, dans le livre. Et donc, j'attache beaucoup d'importance au processus de socialisation. L'individu n'est pas un être totalement autonome. Bien sûr, il intervient dans le cadre d'une société qui préexiste. Et donc, il faut bien prendre en compte les institutions, les normes, le cadre normatif
d'une société, d'un environnement qui est bien là au moment où se déroule le processus de socialisation de l'individu. Donc, attacher de l'importance au processus de socialisation, c'est en quelque sorte faire de la sociologie. La sociologie commence par la prise en compte de cette capacité du social à s'inscrire, à s'implanter en quelque sorte dans l'existence de l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu perd son autonomie parce qu'il est déterminé par le social, mais il est façonné par le social et il faut donc prendre en compte la façon dont la société façonne les individus selon les différents milieux sociaux, selon les diverses sociétés. Donc, on peut parler d'un entrecroisement également des sphères de la morale dans chaque société. Et j'ai essayé de visualiser cet entrecroisement. On peut passer à la diapo suivante. Comment expliquer que ce qui se joue entre le processus d'entrecroisement des liens sociaux dans chaque individu au cours du processus de socialisation de chaque individu, que ces sphères normatives qui sont présentes dans le processus individuel de socialisation se retrouvent aussi comme un système d'entrecroisement de ces différentes sphères à l'échelle de la société tout entière. Donc, c'est un véritable casse-tête pour comprendre ça. Et je me suis appuyé sur une mosaïque qui couvre les murs d'une salle du Palais de l'Alhambra à Grenoble, que si vous n'y êtes pas allé, je vous y invite fortement. D'ailleurs, c'est cette photo que j'ai prise avec un simple appareil de téléphone quand j'ai visité il y a quelques années ce palais, et je suis tombé sur, en quelque sorte en admiration, presque fasciné par cette mosaïque, et je l'ai étudiée ensuite avec mes étudiants à l'EHESS, et donc l'éditeur, le Seuil, au moment où on devait trouver une illustration, a accepté, même si la photo n'était pas prise avec un appareil tout à fait remarquable, et si la photo n'est pas non plus tout à fait remarquable, elle a servi de support à la couverture du livre. Donc, si on regarde cette mosaïque, on peut passer à la suivante, on voit qu'il y a une superposition à la fois de carrés et de losanges, et donc je me suis amusé à voir si on pouvait expliquer ce double processus de l'entrecroisement des liens sociaux dans chaque individu, et aussi de voir comment cet entrecroisement est aussi à l'origine du tissu social qui caractérise une société dans son ensemble. Et donc, j'ai considéré que chaque carré représentait un individu ou au moins un groupe spécial, et que les différents types de liens pouvaient être représentés par les différents segments des losanges. Donc, vous voyez comment cela est fait. Alors, quand on regarde bien la mosaïque, on s'aperçoit que chaque carré va finalement, au final, être caractérisé justement par va s'entrecroiser dans chaque carré les 4 segments des losanges. Donc, on peut passer à la suivante, ce qui donne effectivement des carrés, au moins dans le carré central, regroupant 9 carrés, vous voyez là qu'il y a un entrecroisement des 4 types de liens dans chaque carré, donc ce qui illustre ce processus d'entrecroisement quand il est mené jusqu'au bout, qui peut caractériser la société. Mais à la fois, on voit que ces différents segments du losange, c'est ce qui permet de relier aussi les carrés entre eux. Donc, c'est cette métaphore du carré et du losange va permettre de comprendre ce qu'est finalement le tissu social d'une société tout entière. Alors après, je suis allé un peu plus loin, c'est-à-dire que si on sort cette mosaïque, imaginez une mosaïque qui remplit les murs d'une grande salle, comme c'est le cas au Palais de l'Alhambra. En fait, il y a pas de… C'est infini.
tous les carrés qui vont être sur le mur comportent ces 4 segments réunis du losange. Mais quand vous sortez le carré de cet espace infini à un espace fini, évidemment, vous trouvez qu'il y a une périphérie de carrés qui, effectivement, ne sont pas pourvus de tous ces liens sociaux. Et vous avez donc des carrés où il n'y a plus qu'un segment, des carrés où il n'y en a que 2. Alors, après, je me suis amusé avec des étudiants, mais aussi avec des élèves, puisque le thème des liens sociaux est au programme des élèves de première en sciences économiques et sociales. Je me suis amusé avec eux à réfléchir quels sont aujourd'hui les individus qui n'ont plus qu'un lien social, quels sont les individus où il y en a un peu plus. Et donc, quand je fais travailler les élèves, même des adolescents, ils réfléchissent et ils se disent, ah oui, tiens, les individus qui n'ont qu'un lien, ah, ça peut être peut-être les sans-abri. Eh oui, donc on va réfléchir pourquoi les sans-abri n'ont qu'un lien qu'un lien social, et lequel les sans-abri souvent n'ont plus de lien avec leur famille, sont séparés de leurs enfants parfois, ils ne voient plus leurs parents, ils n'ont pas d'emploi, et ils sont guère dans un statut de citoyen, parce que parfois ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, ils n'ont pas de papier à jour, ils ne peuvent pas exercer leurs droits de citoyen. Il ne leur reste finalement que le lien de participation élective, et ce lien est fragile, mais il repose sur des liens de solidarité, de proximité dans la rue ou dans des institutions qui les protègent, au moins partiellement. Donc, voilà un petit peu l'idée des inégalités. Alors, les enfants confiés, il est facile de se rendre compte que ces enfants confiés, ils appartiennent à cette périphérie. Mais il faut bien souligner que ça renvoie toujours à cette idée que les liens des enfants ne sont pas encore totalement déterminés, puisqu'ils sont en voie de constitution. Et donc, ce que l'on va pouvoir dire, c'est que les liens sociaux des enfants confiés, ce sont des enfants donc, qui sont probablement déjà à la périphérie, mais qui vont avoir du mal justement à se constituer les autres types de liens. Et il est probable que beaucoup d'entre eux ne vont pas quitter la périphérie de ce graphique au cours de leur existence. Bien sûr, heureusement, il y a des exceptions, mais il y a un probabilisme fort, et c'est ça sur lequel on essaye d'intervenir, un probabilisme fort, pour que ces inégalités qui existent dès la naissance se maintiennent tout au long de la vie. On peut passer, si vous voulez. Alors, évidemment, est-ce que les liens sociaux sont… est-ce qu'il faut avoir une vision positive de ces liens? Je le reconnais, pendant plusieurs années, omnibulé par la question de la rupture et de voir ce qu'elle causait dans les processus de disqualification sociale, que pendant longtemps, j'ai essayé je m'en suis tenu à cette question de la rupture, et je voyais donc l'attachement de façon plutôt positive. Or, il faut quand même prendre en compte le fait que tous les liens sociaux ne sont pas positifs. Ce n'est pas parce qu'on a des liens qu'on est épanoui. Il faut aussi prendre en compte les cas où les individus étouffent dans la relation qui les relie à autrui. Le lien devient alors oppressant, le lien ne permet plus d'être soi, il est envahissant et peut correspondre donc à un obstacle à l'autonomie. Donc, c'est bien dans cet esprit-là qu'il faut aussi raisonner. Dans les formes d'apprentissage des liens, les enfants, les adultes aussi, dans certains cas, vont rencontrer des formes d'oppression. Et cela va conduire ça va conduire à la constitution de liens sociaux qui vont être aussi marqués par la fragilité ou par ce caractère oppressif dans lequel ils vont se sentir finalement en partie dépossédés, en partie démunis, ou parfois totalement démunis. Donc, on peut peut-être passer à la suivante.
je peux continuer sur ce rythme, ça vous va? Il y a pas de problème. Euh, Non, c'est très bien je peux pour nous. continuer. Donc, je ne vous, c'est pas trop long, je peux encore continuer, hein, c'est bien ça. Il faut peut-être encore au moins 20 minutes. Hein. Ça me semble bien. Après, il nous restera un petit peu de temps pour que les personnes puissent poser des questions, réagir. Donc, c'est très bien. D'accord. Donc, Merci beaucoup. je continue et après, j'espère au moins avoir 3/4 d'heure facile de discussion avec vous. Donc, en croisant protection et reconnaissance, on a bien sûr des liens qu'on va appeler des liens qui libèrent. Ça, c'est un oxymore tout à fait intéressant. Les liens, normalement, attachent et ne libèrent pas. Quand on parle d'attachement, on est bien dans l'idée d'une solidarité qui est nécessaire, mais qui implique d'être attaché. Et donc, comment peut-on être libéré de liens d'attachement? En fait, c'est une des discussions, peut-être une des discussions les plus intéressantes en sociologie, dans quelle mesure les liens libèrent. Et donc, Durkheim n'avait pas cette double dimension de la protection et de la reconnaissance. Il n'avait pas défini les liens de cette manière, mais il parlait, lui, de la désirabilité de la contrainte. C'est-à-dire que dans l'attachement, l'individu va se rendre compte que c'est important d'être attaché. Pour lui-même et pour la société, c'est important. Donc, il y a une sorte d'intériorisation de la contrainte qui n'est pas, du coup, qui ne devient plus tout à fait une contrainte. Et en allant plus loin, qu'est-ce qui rend désirable la contrainte? Eh bien, c'est surtout parce que la contrainte du lien apporte de la protection et de la reconnaissance. C'est en tout cas c'est comme ça que l'on peut comprendre pourquoi l'individu va rechercher des liens qui vont restreindre, au moins potentiellement, sa liberté. Pourquoi dans ces cas-là, si tout était contrainte, pourquoi on se mettrait en ménage? Pourquoi on chercherait à participer, à être reconnu dans des associations? Pourquoi on ne resterait pas tout seul finalement? Parce qu'être tout seul, ça serait ce qui offrirait le plus d'autonomie. Mais si nous acceptons les uns et les autres ces contraintes du lien, c'est parce qu'elles nous apportent aussi, elles nous enrichissent. Elles nous apportent, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Elles nous apportent de la protection et de la reconnaissance. Et ça, nous en avons besoin. Nous en avons tous besoin. Ce qui définit un être humain, c'est finalement ce besoin de recevoir de la protection et de la reconnaissance, mais aussi d'en apporter aux autres. Et c'est ce qui implique que des parents souhaitent avoir des enfants, alors que les enfants, c'est contraignant, mais ils souhaitent aussi leur apporter de la protection et de la reconnaissance. Voilà, par exemple, de multiples exemples. Mais idéalement, donc, les liens libèrent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est l'intérêt de ce graphique. Donc, on regarde les autres, on peut passer aux autres diapos, à l'autre diapo. En fait, quand on regarde bien, il n'y a pas que, dans la vie, il n'y a pas que des liens qui libèrent. Il y a des liens qui oppressent, il y a des liens qui fragilisent et il y a des situations de rupture. Et donc, quand on intervient auprès des enfants confiés, on intervient auprès des enfants qui sont en situation de rupture dans certains cas, mais pas toujours, qui sont aussi dans des relations caractérisées par des liens qui oppressent ou des liens qui fragilisent. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et dans nos liens, je pense que tout le monde, dans sa vie, a fait l'expérience de liens qui oppressent ou de liens, dans certains cas, qui fragilisent. Je pense que ça traverse toute l'expérience humaine. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes toujours, toute notre vie, dans des liens qui ne font que nous libérer. Nous vivons aussi des expériences de liens qui oppressent et des liens qui fragilisent. Donc, des liens qui oppressent, c'est des liens qui apportent potentiellement de la protection, mais qui nous dévalorisent, qui nous infériorisent, qui nous disqualifient au moins partiellement dans certains cas. Et donc, où il n'y a pas de reconnaissance. Dans le livre Attachement social, je développe de nombreux exemples en reprenant chacun des types de liens pour montrer les formes de l'oppression qui caractérisent les échanges. Dans les liens qui fragilisent, on a de la reconnaissance, mais très peu de protection. Dans ces cas-là, l'individu se trouve enfermé dans des communautés, dans des groupes
qui le dévalorise, lui apporte un peu de reconnaissance, mais en même temps donne assez peu de chances de sortir de ces groupes dévalorisés. Et puis la rupture des liens, c'est bien sûr, la caractérise d'une rupture, c'est l'absence de protection et de reconnaissance de plusieurs types de liens à la fois. On peut passer. Alors, le premier livre que j'ai publié, c'était le livre sur la disqualification sociale. J'avais identifié les processus de la fragilité, la dépendance, la rupture, à travers des analyses d'entretien approfondi et puis des enquêtes que j'avais pu mener à l'époque à Saint-Brieuc, quand je faisais ma thèse. Et donc, j'ai revisité ensuite ce concept de disqualification sociale. Ça fait l'objet d'un chapitre de l'attachement social, en mobilisant des concepts que je n'avais pas encore forgés au moment où je faisais où je soutenais ma thèse. Donc, j'ai essayé d'adapter ce processus que j'avais pu remarquer de fragilité, dépendance, rupture, en fonction de cette problématique des liens qui libèrent, des liens qui fragilisent, des liens qui oppressent et la rupture des liens. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure, justement, on intervient potentiellement auprès d'individus qui sont caractérisés par des liens qui tantôt fragilisent, tantôt oppressent, et l'intervention sociale peut avoir pour effet parfois de protéger, mais aussi de dévaloriser, c'est aussi la thèse de la disqualification sociale, et sans être pour autant toujours capable d'empêcher le processus de rupture. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est simplement pour illustrer comment on peut utiliser ce cadre analytique complémentaire à celui de la disqualification sociale pour revenir sur ce processus. On peut passer, si vous voulez bien. J'en arrive à la deuxième partie de mon exposé, où je vais essayer maintenant de réfléchir sur l'attachement, le détachement et réattachement des enfants confiés. Comment utiliser ce cadre analytique pour quand on s'adresse à des enfants. Donc, les enfants confiés sont des enfants globalement peu protégés. S'ils bénéficient d'un service de la protection, c'est parce qu'on considère qu'ils sont peu protégés, parfois ils sont en danger. Et ils sont en quête de reconnaissance parce qu'ils n'ont pas un environnement qui leur apporte les conditions d'un épanouissement personnel, d'une certitude qu'ils ont de la valeur. Au contraire, ils ont plutôt le contraire de la valeur, c'est-à-dire des signes de dévalorisation dont ils font l'expérience au quotidien. Et donc, les liens des enfants qui sont confiés sont des liens par définition fragiles ou en cours de constitution. Donc, qui sont ces enfants confiés? Vous connaissez les études, il y en a eu de nombreuses sur la population. Il y a des statistiques qui sont établies par le ministère à travers la remontée de ce qui se joue dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Quelles sont leurs trajectoires et leurs expériences vécues? Ce sont, je l'ai dit, donc des enfants qui ont des liens fragiles ou en cours de constitution. Pour savoir qui sont-ils vraiment au-delà des données objectives, à quel âge ils ont été confiés, pour ne pas parler de placement, comme on le faisait autrefois, dans quelle mesure ils rencontrent leurs parents, comment se déroule leur scolarité, comment va se faire leur entrée dans le marché de l'emploi. Toutes ces données, on les a, mais je pense qu'il est important pour compléter ce schéma de savoir écouter ce qu'ils ont à nous dire avant d'agir à leur place. Et je pense que là, on ne mesure pas assez bien, je crois, l'intérêt d'une analyse poussée de ce que peuvent avoir à dire des enfants, y compris quand ils commencent à être scolarisés. Je tire ça beaucoup de mon expérience pendant plusieurs années, et là encore dernièrement,
j'ai aidé la UNICEF France à réaliser sa consultation nationale qu'elle l'UNICEF envisage tous les 2 ans environ. Et donc, tous les 2 ans, l'UNICEF réunit réalise une consultation auprès de 20 000 enfants de 6 à 18 ans sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les DOM. Et c'est une masse de données considérable que j'exploite tous les ans. Donc, il y a une batterie de questions, puisque souvent, on soumet à des… Enfin, c'est pas souvent, on soumet aux enfants un petit livret comportant toutes les dimensions de leur vie quotidienne. Et pour les plus jeunes, avec l'aide d'un adulte, ils vont remplir, c'est très simple, remplir ce petit livret qui est ensuite, on saisit toutes les données et je les analyse pour UNICEF. Et donc, j'en ai tiré beaucoup d'informations. Vous allez voir d'ailleurs que ce qu'on peut dire de ça. Et donc, je crois véritablement que l'on a intérêt à aborder la vie de ces enfants dans toutes les dimensions, y compris la dimension subjective, ce qu'ils ressentent. Comment le vivent-ils? Comment vivent-ils l'épreuve de cette disqualification sociale? Il me semble que dans le cadre d'une intervention sociale, on ne prend que ce qui est utile à l'intervention sociale en fonction des dispositifs tels qu'ils sont établis. C'est-à-dire qu'on a des grilles qui sont préétablies pour intervenir, mais ces grilles passent à côté, me semble-t-il, très souvent, de l'expérience vécue proprement dite de tous ces enfants. Donc, c'est une interrogation, je voudrais la mener avec vous aujourd'hui. Donc, pour les accompagner, jusqu'où et comment, il faut savoir écouter ce qu'ils ont à nous dire, peut-être avant d'agir à leur place. Intervenir auprès d'eux sous forme d'une action personnalisée, mais aussi intervenir collectivement sur les structures qui participent de leur socialisation. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Si on dit que la disqualification sociale se développe dans le cadre scolaire, il ne suffit pas de dire à l'enfant tu vas suivre des cours pour rattraper ton retard. Il faut intervenir aussi sur les cadres, sur le cadre de l'école et de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions collectives. Donc, bien sûr, ça renvoie au rôle fondamental de l'école. On pourra y revenir si vous voulez. Bon, on peut passer à la suivante. Alors, les formes spécifiques des liens sociaux dans l'enfance, je l'ai déjà dit, le lien de filiation, bien, c'est avec les parents. Les enfants n'ont pas encore d'enfants, donc c'est les adultes qui construisent leur lien de filiation à travers leurs enfants, mais il s'agit ici d'un lien exclusif avec les parents, qui peuvent être des parents biologiques ou des parents adoptifs. Le lien de participation élective, c'est le lien avec les amis, avec les pairs, avec toutes les personnes que ces enfants vont pouvoir rencontrer dans leur quartier, à l'école, dans des activités diverses auxquelles ils participent. Donc là, on a bien le lien avec les parents, le lien avec les pairs. Et le reste, ces 2 types de liens, ce sont des liens qu'il va falloir constituer. Et l'école prépare cet apprentissage du lien de participation organique et ce lien de citoyenneté. Comment à l'école, en fonction des résultats scolaires, des spécificités de l'enfant, de ses goûts, on le prépare à une voie. Parfois, ces enfants choisissent déjà précocement une voie professionnelle, sont en apprentissage assez vite pour apprendre à avoir une place dans le monde économique, à connaître cette solidarité dans le monde du travail. Et puis, le lien de citoyenneté se construit aussi de façon spécifique dans chaque société, puisque à travers l'école, on transmet aussi les bases, les sous-basements de la morale civique, et on définit aussi ce qu'elle doit être un citoyen. Donc, il y a bien un apprentissage de cette vie citoyenne en fonction d'une histoire, une histoire nationale, que l'on aussi transmet, une sorte de mémoire collective que l'on transmet aux enfants dans le cadre de chaque pays.
passer. Alors, si on devait reprendre cette typologie, la fragilité des liens des enfants confiés, quelle est-elle? Si on se réfère aux liens de filiation, on constate que ce sont des relations épisodiques ou absentes, ou l'absence de relations avec les parents qui caractérisent ce lien de filiation. Donc, il n'est pas simple à constituer, puisque dans certains cas, l'intervention doit justifier justement le fait de ne plus avoir de relation avec ses parents, après par exemple des violences, des agressions qui ont été mal vécues, qui ont été parfois traumatisantes pour ces enfants. Dans le lien de participation élective, il y a bien sûr, et là on va le voir, c'est ça qui est intéressant, il y a un risque de rejet social dans les relations avec des pairs. Et on va essayer de voir pourquoi il y a du rejet social très, très précoce dans ces relations avec des pairs. Parce qu'on est dans le cadre d'une sphère qui va être plus étroite et plus excluante à l'égard des enfants confiés. Donc, ces enfants confiés vont se développer dans des relations avec des pairs, dans des conditions beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus excluantes. Et donc, il faut voir comment se constituent aussi ces relations qui sont capitales pour le développement de ces enfants. Le lien de participation organique, on voit très, très vite que ces enfants patinent un peu à l'école, ont beaucoup de mal à suivre les apprentissages scolaires de façon tout à fait normale. Donc, ils sont dévalorisés, ils sont montrés du doigt. Les intervenants sociaux qui interviennent dans le cadre scolaire doivent parfois venir rencontrer les professeurs pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il y a une mauvaise image de soi et un manque de confiance en soi qui se développe inévitablement du fait de ces apprentissages scolaires plus ou moins ratés. Pas toujours, bien entendu, il ne faut pas être dans le déterminisme absolu, mais on le sait, les études le montrent, il y a un risque de difficultés accrues pour ces enfants qui sont confiés. Le lien de citoyenneté, en fait, là, on se rend compte que ces enfants développent souvent également une certaine méfiance à l'égard des institutions scolaires et de la protection de l'enfance dans certains cas, parce que, en fait, ces institutions sont aussi des institutions contraignantes et ils y voient souvent l'absence de possibilité d'être vraiment protégés et reconnus. Donc, il y a une expérience de la disqualification sociale qui est visible également dans ce cas. On peut continuer. Alors, dans justement le dernier rapport d'UNICEF que j'ai réalisé avec Isabelle Barizot, ma collègue du centre Maurice Alvax, nous avons commencé à étudier l'expérience juvénile de la disqualification sociale. Donc, ce sont des travaux récents. Nous espérons, Isabelle et moi, publier un article sur l'expérience juvénile de la disqualification sociale à partir de ces données. On définit un triptyque de cette disqualification sociale en mettant en avant, et à partir d'indicateurs que l'on a établis à partir de cette base, des indicateurs de pauvreté, notamment matérielle. La pauvreté matérielle étant corrélée à d'autres formes de privation, mais c'est avoir moins que les autres. Sentiment de ne pas correspondre aux normes de consommation des autres enfants. Nous, on se rend compte dans cette enquête à quel point cela est fondamental. En fait, il ne faut pas croire que tous les enfants sont sur un pied d'égalité. Non, les enfants vont à l'école et sortent de chez eux, mais ils n'ont pas la possibilité justement d'avoir tout ce dont ils rêvent et tout ce qui correspond à des normes de consommation qui se diffusent notamment dans le cadre scolaire. Et on voit que des enfants ont le sentiment, justement, en ayant moins que les autres, d'être regardés, de ne pas avoir autant de chaussures que les autres, de ne pas avoir autant de vêtements de change. Tout ça, ça se voit dans les relations sociales. Les enfants savent identifier ceux qui ont moins que les autres.
et les enfants qui ont moins que les autres voient très bien que le regard que l'on porte sur eux n'est pas un regard toujours très tendre. Donc, ça, c'est vraiment une expérience de la disqualification sociale par cette pauvreté matérielle. Quand on est adulte, on peut retourner le sens de cette pauvreté matérielle dans certains cas. Mais quand on est enfant, on n'a pas forcément toujours les moyens de ce retournement du sens. Le déficit de protection, on le voit très souvent. Et donc, alors j'ai oublié de dire que dans la consultation, on a réussi à identifier donc les enfants qui vivent en foyer, y compris dans les foyers de la protection de l'enfance. Donc, on a pu voir exactement ces enfants en tant que tels. Et donc, on voit le cumul de toutes ces difficultés. Donc, pauvreté matérielle, déficit de protection, c'est le sentiment d'être en insécurité dans sa famille, évidemment, son quartier, son école, donc c'est des violences subies et qui sont souvent des violences subies cumulatives et un déni de reconnaissance qui apparaît également, un sentiment d'être mis à l'écart, des discriminations diverses, des vexations, des humiliations subies. Donc on voit à partir de tous ces indicateurs les corrélations qui sont extrêmement fortes entre ces trois dimensions. Donc, on a une expérience juvénile de la disqualification sociale, c'est un véritable triptyque que l'on a commencé à mettre en avant dans le rapport et que l'on va reprendre, on l'espère, dans un article qui sera publié. C'est passé. Alors maintenant, bon, même si ce n'était pas tout à fait ce que vous vouliez aborder aujourd'hui, je crois, quand même, ce qui vous intéressait surtout auprès aux enfants confiés, il m'a semblé que vous pouvez dire quand même quelques mots sur ce que constitue aussi l'accompagnement des familles d'enfants confiés, puisqu'on intervient généralement pas seulement auprès des enfants, mais aussi quand même auprès de leurs parents. Surtout que la protection de l'enfance a beaucoup évolué dans ce sens, hein, en disant qu'il faut pas rompre le lien de filiation, qu'il faut essayer de faire en sorte que les parents soient associés au moins un peu à la rencontre avec leurs enfants, participent aussi d'une certaine manière à leur éducation. Alors, dans une enquête qui se retrouve d'ailleurs dans un chapitre, c'était l'expérience de la disqualification parentale, c'est un chapitre que j'ai rédigé à partir d'une enquête réalisée dans un des départements de la région parisienne il y a quelques années, et donc dans l'intégration inégale, qui est un livre collectif que j'ai dirigé, j'ai rédigé un chapitre sur donc l'épreuve de la disqualification parentale et une enquête qui a porté auprès donc des enfants dont les enfants avaient été confiés à la protection de l'enfance. Donc, je mets ici quelques éléments pour bien montrer à quel point ces relations sont parfois extrêmement difficiles. Là, il s'agit d'une expérience d'une mère de 4 enfants accueillis à l'âge 2, donc sans conjoint et au chômage, dont la dernière fille a été placée contre son gré. Voilà comment elle vit cette expérience. Je trouve que je n'ai plus de vie intime. Ma vie, elle est ouverte à l'État. C'est quand même quelque chose de fort, cette expression. Les placements à venir, c'est pas moi qui décide l'avenir de mes enfants. J'en parle pas à tout le monde. Le mot placement, ça fait peur. Ça met ma vie entre parenthèses. Mon avenir en dépend. Les décisions prises, je dois m'adapter à ça. Son amertume est proportionnelle à la difficulté de voir ses enfants. Donc, elle se plaint d'être soumise à une injonction paradoxale, celle de maintenir des liens avec les enfants, alors même que les conditions de visite lui sont imposées de façon drastique. Que les enfants soient placés, je comprends, mais 2 heures tous les 15 jours, je trouve ça lamentable. La juge qui disait il faut maintenir des liens, je ne comprends pas quel lien en 2 heures de temps. 2 heures, ça fait que détruire les enfants. J'ai l'impression qu'avec le temps, c'est pire, alors que ça devait nous aider. Je suis d'accord avec le placement, mais il n'y a pas assez de liens. Donc, là, on voit très bien l'expérience d'une mère. Alors, moi, je ne porte aucun jugement hein, sur c'est l'expérience d'une mère, c'est l'expérience vécue, je l'examine en tant que telle. Et vous devez rencontrer probablement, enfin, tous ceux qui interviennent dans ce domaine doivent rencontrer des situations de ce type. Je ne porte aucun jugement normatif, j'essaie de voir
la difficulté que cela représente de travailler sur les liens, sur le lien de filiation dans des conditions contraintes. On va dire qu'il faut que l'enfant renforce son lien de filiation, mais comme dit cette dame, en 2 heures tous les 15 jours, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça ne peut que détruire davantage la relation, puisque les enfants vont être, elle va se sentir frustrée de ne pas pouvoir apporter davantage à ses enfants, et les enfants vont trouver que cette rencontre n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc, c'est ça dont il faut avoir en tête, bien entendu. On peut passer à la suivante. Et donc, ce qui m'avait conduit à établir une typologie des expériences vécues de la dépendance parentale à l'égard des services de la protection de l'enfance. J'avais donc distingué la participation contrariée, la participation déléguée, la participation négociée, en croisant l'expérience subjective du placement et le rapport au service de la protection de l'enfance. Donc, bien sûr, dans la participation de cette mère dont je viens de prendre l'exemple, renvoyait plutôt à la participation contrariée. Elle éprouve un sentiment d'injustice et d'impuissance. Ma vie est vouée à l'État, je dépends de l'État, et elle est critique à l'égard des services de la protection sociale. Donc, on va trouver beaucoup de parents qui sont dans cette expérience vécue. La participation déléguée, c'est un moment où les parents ont un sentiment de soulagement parce que leur vie est compliquée et qu'ils n'arrivent pas toujours, ils le reconnaissent, à venir à pourvoir aux besoins de leurs enfants. Ils sont dans un rapport parfois distant, mais globalement positif au service d'action sociale, au service de la protection sociale de l'enfance. Et puis la participation négociée, c'est ils ont le sentiment, là au contraire, c'est plus du soulagement, mais c'est de la reconnaissance. Ils se sentent reconnus par les professionnels dans leur capacité à renouer des liens avec leurs enfants. Donc, on est dans une relation là plus épanouissante pour le parent, sans doute aussi dans ce cas-là pour les enfants. Et ils ont un rapport un peu idéalisé au service de la protection de l'enfance. Donc, vous voyez que l'on peut voir que tout cela n'est pas simple, évidemment. Tout dépend de la trajectoire antérieure de la personne, de la situation, des contraintes, de l'action sociale également. On peut passer. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on va approcher de la conclusion. Est-ce que les travailleurs sociaux sont des retisseurs de liens sociaux? On va voir. On peut passer. Retisser des liens sociaux, qu'est-ce que ça signifie? On le voit bien, les enfants confiés ont besoin de constituer de nouveaux liens, de reconstituer des liens qui sont fragiles. Et donc, on pourrait considérer que c'est la base du travail social et que ça, c'est une fonction tout à fait valorisante de retisser des liens sociaux. Et ça pourrait être une source de satisfaction aussi pour des professionnels et des bénévoles du social que de venir comme cela d'exercer dans ce travail, dans cet esprit de retissage des liens sociaux. Mais quand on interroge les travailleurs sociaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Est-ce que les conditions de ce retissage des liens sociaux sont rarement réunies? Le plus souvent faute de moyens, si bien que les professionnels, mais aussi j'y intègre les bénévoles du social, en ressentent parfois une forte frustration, parfois même une profonde désillusion. C'est la raison pour laquelle il y a en France de nombreux postes qui ne sont pas pourvus. Il y a une vraie crise du travail social qu'il faut prendre en compte. Et donc, dans le service de la protection de l'enfance, c'est aussi le cas. Je dirais que là, je dirige aussi une thèse, je fais une parenthèse, une thèse sur les travailleurs sociaux qui interviennent dans le cadre des mineurs non accompagnés, prise en charge des mineurs non accompagnés. C'est une thèse remarquable qui va être soutenue en septembre prochain à l'EHESS.
de Chloé Marnier, qui a reconstitué les trajectoires des mineurs non accompagnés depuis le Maroc, en passant par l'Espagne jusqu'à la France. Et elle a rencontré beaucoup de travailleurs sociaux qui interviennent dans ce domaine. Et ben, je peux vous dire que les contraintes de leur action sont immenses, et beaucoup de travailleurs sociaux se sentent dévalorisés de travailler dans ces conditions-là, parce que justement, c'est très frustrant de travailler sans avoir véritablement les moyens de faire plus que ce qu'ils font dans ce domaine. Donc, la frustration proviendrait en grande partie du sentiment de ne pas pouvoir exercer sereinement son métier, de ne pas être suffisamment reconnu et valorisé dans la société. J'ai rencontré des travailleurs sociaux aussi dans le domaine de la protection sociale en Suisse. Et même si en Suisse, les travailleurs sociaux ont des moyens aussi plus importants, ils rencontrent des problèmes similaires, et notamment lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés, dont certains sont aussi pris en charge dans le cadre de la société suisse. Et donc, ça crée également beaucoup d'insatisfaction. Alors, on passe à la suivante. En fait, c'est peut-être là l'ambiguïté, c'est que le service de la protection de l'enfance est qualifié pour protéger, mais que protéger, ça ne suffit pas. Et donc, c'est certainement la source de l'insatisfaction. C'est le réflexe premier, la protection, c'est le réflexe premier, le fondement qui justifie institutionnellement l'intervention sociale. J'utilise cette métaphore de la béquille ou de la carapace qui me semble intéressante quand on s'adresse à des adultes ou des enfants qui ne peuvent pas avancer tout seuls, marcher correctement, ben on leur met une béquille pour avancer mieux, parce qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Et quand on est dans des enfants qui ont été victimes de violences, ben on les protège en leur mettant une carapace pour les isoler du reste de la société. Mais alors, cette protection sous la forme de la béquille ou de la carapace, ben ça ne suffit pas. Parce que les liens sociaux ont deux fondements, tout simplement, comme je l'ai montré, la protection et la reconnaissance. Donc, travailler la question de la reconnaissance implique de transformer en profondeur la forme de l'intervention sociale. Donc, il s'agit de rendre non oppressive et surtout émancipatrice une relation d'aide par définition asymétrique. Alors, ça, c'est facile de l'écrire, hein, j'en conviens. Je suis dans une situation assez facile de dire cela comme ça, parce que dans la pratique, c'est pas simple du tout. J'en suis tout à fait conscient pour avoir pu évaluer sur le terrain la complexité des formes de l'intervention sociale, la difficulté que l'on rencontre. Mais l'objectif est quand même celui-là, c'est-à-dire de rendre l'intervention non oppressive et la plus émancipatrice. Or, ce que les travailleurs sociaux ont à gérer, c'est des situations de dépendance qui se traduisent dans le quotidien par des tensions. Et cela ne favorise pas toujours, évidemment, l'émancipation des personnes à qui on s'adresse. On peut passer. Donc, on est là face à des paradoxes sociaux, c'est pas nouveau, mais je pense que dans le secteur de la protection de l'enfance, ces paradoxes sont particulièrement forts. Potentiellement, c'est très valorisant d'être un travailleur social dans ce domaine, mais comme je le disais, donc par faute d'être pleinement accompli, faute de pouvoir exercer ce métier dans des conditions satisfaisantes, ben, on finit par dévaloriser cette population des travailleurs sociaux ce qui explique le manque d'attrait de cette profession en général. Alors, bien sûr, le manque d'attrait de la profession est sans doute lié aussi à la médiocrité de la rémunération des travailleurs sociaux, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi autre chose que la simple rémunération qui est modeste. La relation d'aide est souvent source d'insatisfaction, aussi bien pour les aidés que pour les aidants.
Et au bout du compte, on se rend compte que dans certains cas, cette relation d'aide contribue à disqualifier les populations à qui elle s'adresse. Donc, quand on interroge les travailleurs sociaux, c'était très visible dans le livre blanc qui a été établi là, dernièrement du travail social. On voit effectivement que les travailleurs sociaux se plaignent de passer leur temps à gérer des dispositifs catégoriels empilés, souvent complexes, au détriment d'un accompagnement social véritable. Et quand je disais qu'il fallait écouter vraiment les enfants, c'est écouter les enfants parfois en dehors d'une grille qui est imposée, en dehors des catégorisations qu'implique l'intervention sociale. Donc, et donc, ça, ce n'est pas toujours possible, évidemment, parce qu'on manque de temps, parce qu'on a plusieurs enfants à suivre, à accompagner, et qu'on ne peut pas être véritablement à l'écoute comme on aimerait l'être dans une véritable relation d'aide. On peut passer. Donc, il faut bien sûr prendre en compte les sources de ce mal-être, pouvoir identifier les problèmes dans le fonctionnement concret du travail social. Alors, ça va peut-être un peu au-delà de ce que vous vouliez étudier aujourd'hui, mais je ne pouvais pas m'empêcher de l'intégrer quand même, puisqu'elle fait partie du problème faut prendre un peu le problème comme un tout. Et donc, on ne peut pas ignorer cette dimension du mal-être des professionnels du social quand on pose la question des enfants. Donc, il y a bien une crise identitaire au sein du travail social et je pense que le cadre analytique de la théorie de l'attachement social peut aider à y voir un peu plus clair. Donc, on peut faire une étape suivante. Quelle conclusion en tirer pour l'intervention sociale? Alors, je vais raconter des choses que vous pourriez faire vous-même cette conclusion. Hein. Penser en termes d'attachement social au sens d'un processus d'entrecroisement des liens sociaux permet de concevoir le travail social comme un tissage ou un retissage des liens sociaux, mais à deux conditions. C'est que si des moyens plus importants sont dégagés, mais aussi si on envisage une autre conception du travail social liée aussi à la recherche de moyens, parce qu'une autre conception du travail social implique peut-être des moyens plus importants dégagés à ce secteur. Continuer. Comment retisser des liens sociaux? C'est-à-dire qu'on va intervenir, bien sûr, dans le cadre d'un accompagnement social personnalisé, qui implique du temps, car il faut non seulement travailler sur la protection, mais aussi sur la reconnaissance, et je viens de dire que c'est pas si facile que ça. Donc, l'accompagnement social personnalisé n'est pas non plus suffisant, et ça, on a du mal à le comprendre dans le travail social en France. Dans d'autres pays, on le comprend mieux. Mais il faut aussi que cet accompagnement social puisse s'inscrire dans un cadre plus large, dans une échelle globale et collective au niveau des territoires. Si on ne fait pas ça, on passe à côté. Parce qu'il faut aussi agir. C'est pas simplement un processus psychologique, comme je le dis à l'attachement social, c'est aussi un processus collectif qui implique la société. Donc, il faut aussi intervenir sur le fonctionnement social, le fonctionnement des institutions, ce qui se joue dans les territoires. Et donc, les travailleurs sociaux ont aussi un diagnostic de territoire à faire. Donc, ce qui implique d'articuler l'action individuelle et l'action territoriale. Donc, et qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut passer. Il faut bien sûr travailler pas seulement sur un type de lien, mais sur tous les liens. Bien sûr, sans en privilégier un au détriment des autres. Donc, il faut travailler sur ces 4 types de liens. Dans le cas des enfants confiés, c'est de travailler aussi sur les liens en voie de constitution, notamment dans le cadre scolaire, évidemment. On continue. Je trouve que c'est... Et bien entendu, voilà, c'est clair. C'est aussi intervenir de façon préventive. Le défi du travail social, c'est d'intervenir bien sûr en amont du processus de disqualification sociale.
Là, passe par la mise en place de services collectifs, non catégoriels, non stigmatisants. Dans le cas des enfants confiés, comme on sait que l'expérience de la disqualification sociale commence très tôt, il faut, on va par définition intervenir beaucoup dans le cadre de la recherche de solutions en aval, mais pas seulement, puisqu'on sait qu'il y a des liens sociaux qui se sont en voie de constitution. Il faut donc aussi travailler de façon préventive pour que ces liens-là se constituent de façon satisfaisante. Voilà ce que j'avais à vous dire et je me tiens bien sûr à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. Ah oui, ne pas entretenir des liens qui oppressent, ça je crois que l'avoir souligné aussi, puisque la relation est de nature très administrative. Il ne faut pas se contenter de mettre des allocataires dans des boîtes, parce que c'est une expression qu'utilisent les travailleurs sociaux, je m'en suis rendu compte. Mais voilà, donc travailler au titre d'une reconnaissance humaine et citoyenne. Voilà. Merci. Un grand merci, Monsieur Pogam, pour cette présentation vraiment, vraiment passionnante et qui fait beaucoup, beaucoup écho à nos travaux. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent.